Bonjour à tous, c'est les acteurs de l'innovation. On est sur We Do Biz et aujourd'hui, on accueille Marcel Sausset, qui est professeur à l'université de San Diego en Californie, excusez du peu, et qui est aussi intervenant à Harvard. Il dirige enfin l'agence Street Marketing, qui est une marque déposée, on va en parler. Et il a écrit un livre, Street Marketing, toujours aux éditions d'IA Teino. Bonjour Marcel. Bonjour. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est Street Marketing, et j'ai envie de rajouter TM pour Trademark, parce que c'est une marque déposée. Expliquez-nous un petit peu comment ça se fait que Street Marketing, qui est pourtant un terme couramment utilisé par les marketeurs, comment vous avez pu déposer cette marque ? Alors, comment j'ai pu ? Je suis passé par un cabinet d'avocats spécialisé en trademark, mais pour faire très simple, tout le monde a entendu parler du street marketing, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le street marketing, c'est quelque chose de français. C'est-à-dire que les Américains, qui sont les inventeurs du concept de marketing de rue et de guérilla marketing, n'ont jamais entendu parler du concept de street marketing. Là-bas, on parle de guerrilla marketing. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est un terme qui est anglophone, mais qui n'existe pas, donc c'était très facile de le déposer. Et en Europe, eh bien, comme ce terme, à part en Angleterre où c'est un peu particulier, en France, un terme anglais ne se dépose pas de la même manière qu'un terme français, eh bien, ça a été, entre guillemets, facile de le déposer. C'est-à-dire que c'est par l'histoire du street marketing que j'ai pu déposer la marque. D'accord, mais est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine du concept, ou est-ce que vous avez profité de l'opportunité que ça se popularise pour déposer la marque ? Un peu des deux, puisque, encore une fois, le street marketing existait avant que je travaille dessus. Il y a quelques années, j'ai commencé à travailler dessus de manière conceptuelle, c'est-à-dire que j'ai écrit avec le professeur Cova, de l'Université de Bocconi de Milan, les premiers articles académiques sur le street marketing. Donc, dans les premiers Harvard Case Study à l'Université d'Harvard, les premiers articles qui sont parus dans des journaux académiques et universitaires, ce sont des articles que j'ai écrits, en effet, il y a quelques années, Journal of Marketing Communications, Décision Marketing, etc., jusqu'au livre. Alors, Street Marketing et Objets Connectés, c'est le dernier. Le premier, c'était Street Marketing. Et là, le prochain qui sort, je fais un petit peu de pub, puisqu'apparemment... tant qu'à faire, allons-y. On peut faire du placement de produits. produits. On est dans le marketing, alors on peut tout se permettre. Alors, il sort aux États-Unis, celui-là, en anglais, et c'est Street Marketing, The Future of Guerrilla Marketing Actions and Buzz, et qui sera aux éditions ABC Clio. Disponible sur Amazon, très bien, pas cher, etc. Vous avez un accent anglais tellement parfait que personne ne risque d'avoir compris. Donc, est-ce que vous pouvez le refaire avec l'accent français ? Avec l'accent français ? Oui. Très bien. Alors, ça fait Street Marketing, oui. The Future of Guerrilla Marketing and Buzz. Voilà, c'est bon. Parfait, voilà, merci. Ça fait mieux. Voilà pour la petite parenthèse. Alors, vous avez parlé de guérilla marketing aux États-Unis. C'est quoi la différence ? Donc, du coup, on n'a pas défini justement le street marketing. On va le définir, on va en profiter pour le définir. Mais et pour le coup, nous démontrer un petit peu la différence avec le guérilla marketing, s'il y en a une, ou est-ce que c'est synonyme ? Oui. Alors, en 1984, il y a un monsieur qui s'appelle Levinson. Il a écrit 30 millions de livres avec... il a vendu 30 millions de livres avec un seul livre qui s'appelle Guerrilla Marketing. Ça, c'est vraiment à garder parce qu'elle est très bonne. Donc, il a vendu 30 millions de livres. Et son concept de Guerrilla Marketing, c'est quoi ? Il se dit, dans les années 80, tout le monde met beaucoup plus d'argent dans la communication. Lui, il dit, stop, plus on met d'argent dans la com, et moins les gens vont être créatifs. Et il dit aux entreprises et aux agences, diminuez les budgets, faites des campagnes low cost, des campagnes bon marché, et la créativité va être exponentielle. Donc le guerrilla marketing, c'est quoi ? Une campagne de promotion de marque, bon marché et créative. Ça, c'est le concept de Levinson. Donc tout ce qui est dans la rue, à la montagne, n'importe où, en extérieur, en intérieur, qui est très créatif et très bon marché. Exemple, puisque cet exemple est assez parlant, même si vous ne pouvez pas le voir à la radio, vous allez prendre une grille, vous savez, d'égout. Vous allez poser une spatule pour retourner des eaux plats, par exemple. Vous allez coller cette spatule sur la grille d'égout. Et là, vous allez taguer « Besoin d'un nouveau barbecue », appelé VJ Sales. Ça, c'est une opération de guérilla marketing en Inde. C'est-à-dire qu'on est très créatif, ça n'a rien coûté, et les images vont faire le tour du monde. C'est du guérilla marketing. D'accord. Donc, on fait du buzz à partir d'une opération dehors, dans la rue, à la montagne, enfin, dans des lieux. Mais on est dans des lieux réels, on n'est pas dans le virtuel du tout. On ne peut pas parler de guérilla marketing online. Alors, justement, le guérilla marketing, depuis 1984, se divise en 4 grandes actions de guérilla. Il y a ce qu'on appelle le buzz et le viral. Le buzz marketing, c'est ce qui part du online pour finir online. Après, vous avez 3 autres types de guérilla. Le troisième, ce sera le street, donc je le garde pour la fin. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'ambush marketing. Vous avez dû en entendre parler. C'est lorsqu'on va parasiter un événement
et que lors de cet événement, on l'a pas créé, ça date des Jeux Olympiques de Los Angeles, au début des années 80. On n'est pas créateur de l'événement, mais on va profiter de la notoriété de cet événement pour se faire remarquer. Un exemple, avec un joueur de rugby en 2011 pendant la Coupe du Monde de rugby, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le logo de la marque Opro sur son protège-dents, et dès qu'il marquait un essai, il souriait bêtement pour montrer Opro aux caméras. Il s'est pris une grosse amende, puisque maintenant c'est très réglementé. Ça, c'est de l'ambush marketing. C'est bon marché et c'est créatif. Vous avez également une campagne très célèbre, c'est Abercrombie & Fitch qui a payé 3 étudiants pendant des semaines pour suivre Obama pendant ses meetings, pendant sa campagne électorale. Ils avaient des énormes t-shirts Abercrombie. Ils restaient derrière Obama, et à chaque fois que vous aviez une photo d'Obama, vous aviez la marque Abercrombie derrière. Ambush marketing, je parasite un événement. C'est le deuxième type de guérilla. Le troisième type de guérilla, toujours bon marché et créatif, c'est ce qu'on appelle le stealth marketing. Alors là, pour une fois, je vais parler d'une opération que j'ai menée avec mon agence. C'est un restaurant chinois qui nous a demandé de faire une distribution de flyers. On leur a dit, mais les flyers, ça marche plus du tout, puisque c'est 3 pour 1000 en taux de conversion, c'est vraiment très peu. Et on a fait du stealth marketing, c'est du marketing caché. Le stealth marketing, type de guérilla, qui consiste à faire croire aux consommateurs que c'est pas de la pub. Exemple, pour ce restaurant chinois, on a payé des jeunes asiatiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé leur chemin dans la rue, de 10h30 à 14h30, et ils ont dit, excusez-moi, oui, on va dire que là, je prends une marque hypothétique, puisque je ne peux pas la citer vu que c'est du stealth, on va dire que le restaurant s'appelle le Lotus Bleu, excusez-moi, où est le Lotus Bleu? Les gens ne savaient pas, et d'un coup, l'étudiant disait, parce que c'est le meilleur restaurant du quartier, il s'arrête de parler, il montre le restaurant du doigt, et il dit, c'est bon, il est là, je l'ai trouvé, je vous remercie. C'est-à-dire que la personne a juste demandé son chemin à un restaurant, il a dit, cet étudiant asiatique, excusez-moi, où est ce restaurant? C'est le meilleur du quartier. Il le montre du doigt et dit, c'est bon, je l'ai trouvé, merci. C'est-à-dire qu'il a fait de la pub sans que l'autre s'en rende compte. C'est assez futé. Exactement. Et ça, c'est du stealth marketing. C'est du marketing caché, troisième type de guérilla. Et le quatrième type de guérilla, il y en a un qui est connu aux États-Unis qui s'appelle l'ambient marketing, marketing d'ambiance. C'est tout ce qui est à l'extérieur. Et lorsque l'ambiance utilise la culture de rue, on est sur du street marketing. Attendez, ambiance... ambient marketing. Alors, c'est quoi, là? J'ai pas bien compris. Alors, pas de problème. L'ambient marketing a été, on va dire, découvert par une dame qui s'appelait Rossella Gambetti en 2010, dans un article célèbre où elle dit « Tout ce qui se fait à l'extérieur, mais qui n'est pas de l'affichage, donc pas de l'outdoor marketing pour les Américains, et qui est bon marché, donc c'est un type de guérilla, ça peut être une opération de guérilla à l'extérieur, ambient marketing. D'accord, donc en fait c'est juste le fait que ça soit à l'extérieur. Oui, tout simplement. Donc en fait votre opération pour le restaurant chinois, ça c'est aussi dans ce registre-là de exactement. Donc, là marketing. vous avez un cas typique de plusieurs opérations de guérilla qui se croisent. D'accord. Mais vous pouvez prendre un centre commercial, vous pouvez prendre une plage, une très belle opération qui a été faite par Sprite récemment sur les plages de Rio de Janeiro. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont customisé des douches. Et lorsque vous preniez votre douche, ce qu'ils ont construit autour des douches, c'était une fontaine de soda géante, avec un Sprite en haut. Les gens prenaient leur douche, on a l'impression qu'ils étaient en dessous d'une fontaine de soda géante. D'accord. Ça, c'est de l'ambient, parce qu'on est sur la plage. D'accord. Et alors, quand ça se passe dans la rue, plus spécifiquement, c'est là qu'on appelle ça du street marketing. Exactement. Tout simplement. Il n'y a pas de caractéristique autre que le fait que ça soit dans la rue. Alors, c'est un type de guérilla. C'est-à-dire que c'est bon marché et créatif. Toujours meilleur marché qu'une campagne de grands médias classiques, TV, radio, presse, qui coûte extrêmement cher. Mais normalement, ça doit utiliser la culture de rue. Alors, vous avez sur mon livre Street Marketing une photo du banc KitKat avec Nestlé. Là, vous voyez l'utilisation de la culture de rue. Bon, un banc, généralement, c'est dans la rue, surtout ce type de... D'accord, c'est détourné... Quand vous parlez de culture de rue, c'est-à-dire c'est détourner un petit peu les accessoires urbains, Oui, ou utiliser carrément la culture de rue. Ce qu'a fait Zoo York, la marque de streetwear américaine, c'est qu'elle a pris des énormes cafards, vous savez, les New-Yorkais. Ils ont tagué le logo de Zoo York sur les gros cafards. Des vrais cafards. Des vrais cafards, mais par centaines. Ils les ont mis dans des sacs à dos. Ils sont allés à Wall Street. Ils ont jeté les cafards sur les gens. Très sympa. Procès en cascade. J'ai fait un article sur le sujet avec un avocat américain. Mais est-ce que ça risque pas de donner une mauvaise image à la marque? Et qui est le consommateur de Zoo York? C'est quelqu'un qui vit dans le Bronx, qui s'habille, urban streetwear, etc. Et habitant dans le Bronx, il déteste les gens de Wall Street. Les gens de Wall Street détestant New York, c'est de la psychologie inversée. Donc c'est une très bonne stratégie de ciblage. D'accord, donc on cible finalement, on cible un public par sa détestation sur un autre public. C'est assez intéressant comme concept. Exactement. Alors quand on est une agence de street marketing comme la vôtre, qui s'appelle Street Marketing, comment on fait
pour approcher les clients ou plutôt pour leur proposer une idée? Parce que moi, j'imagine, voilà, vous tenez une idée. En France, a priori, ça ne se dépose pas, une idée, je ne pense pas. Donc, est-ce que vous ne vivez pas dans la peur à chaque fois que vos clients piquent l'idée et font tout en interne avec leurs propres moyens, s'il s'agit juste de payer des étudiants, par exemple, pour indiquer le chemin, comme on l'a vu avec le restaurant chinois? Comment vous arrivez à valoriser votre métier auprès des annonceurs? Il y a plusieurs choses. On va les appeler annonceurs, mais ce n'est pas des annonceurs. Dans la question. La première chose, c'est que si vous avez bien compris l'idée principale, c'est qu'on va moins dépenser sur l'opérationnel, mais plus sur le stratégique. C'est-à-dire qu'au lieu de présenter 3 ou 4 idées à notre client, on va présenter 20 à 30 idées à notre client. Et nous, là, je fais encore de la pub, donc après le livre, je fais la pub de mon agence. J'ai l'habitude d'écrire noir sur blanc, si vous n'êtes pas satisfait de l'idée, on recommence. C'est-à-dire que l'idée, on doit passer beaucoup plus de temps sur l'idée, c'est le principe de créativité, afin de trouver l'idée qui est impactante et surtout bon marché. Et on dépensera moins derrière sur l'opérationnel. On va également mieux cibler. Et 2 choses sur les questions que vous m'avez posées. La première, ce qui marche énormément en ce moment, c'est le principe de parcours client. Et là, on est partenaire avec une entreprise qui s'appelle KPG, Key Performance Group, et on va solutionner du street marketing jusqu'au tunnel de conversion. C'est-à-dire qu'on va suivre le client, on va le chercher dans la rue, on va l'emmener donc dans la créativité, une opération choc, etc. Et derrière, on va le traquer jusqu'à la vente finale. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite une mécanique très complexe et on ne peut pas l'avoir en 2-3 idées. C'est pour ça que je n'ai pas peur du tout que mes clients me piquent mes idées, puisque le point de départ, c'est pas d'aller voir le client en disant on a bossé 2 mois pour vous, maintenant appliquez cela en interne. Le point de départ, c'est si vous voulez qu'on travaille, il faut nous payer. Ça, c'est intéressant. Vous arrivez à traquer les gens qui sont captés dans la rue, c'est quoi, en leur laissant quelque chose qui va permettre de savoir ce qu'ils vont faire, genre ils ont envoyé un SMS ou je ne sais quoi, ou est-ce que... Voulez-vous que je vous prenne un cas très précis? Ah ouais, parce que là, c'est super intéressant. Allez, je vous prends un cas très précis. On va se prendre 1 minute. Je vais vous montrer une opération de tracking client de A à Z sur un sujet extrêmement complexe et là, comme ça, d'instinct, pratiquement impossible. On est au salon du e-commerce, donc c'est du B2B, c'est un salon événementiel et le laboratoire Mailmetrics cherche à capter du monde à son stand, d'accord? Donc Mailmetrics, avec qui on travaille? On travaille sur une solution innovante pour amener du monde. Du street, c'est-à-dire de la rue, jusqu'au stand. Il y a 30 à 40 000 personnes sur les 3 jours de salon, c'est en septembre 2014. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on se rend compte que tous ceux qui distribuent des flyers, qu'est-ce qui se passe quand on a un flyers dans la main? Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous recevez un flyers? Je le regarde 2 secondes, si ça m'intéresse, je le garde et je l'oublie. Oui. Si ça ne m'intéresse pas, je le jette. Vous faites partie des 25 à 30% de personnes qui vont regarder rapidement le flyer en diagonale et le jeter. 70% des gens le jettent, et il y a une partie infime qui va le lire. 3 pour 1000 vont acheter derrière la distribution du flyers. Donc, grosso modo, ça ne marche plus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On s'est dit, quelle est la thématique du salon du e-commerce cette année? C'était le secret du e-commerce. Alors, on s'est dit, il faut partir de cela. Percer le secret du e-commerce. On a pris 3 de nos gars, on leur a mis un très beau costume noir, une cravate noire, des lunettes noires. Ils se sont baladés avec un énorme coffre-fort dans le salon. Ils distribuaient des flyers, sauf que les flyers étaient des billets de 500 € sur le recto, et au verso, un code digital. Venez ouvrir le coffre-fort à l'aide de cette combinaison et percer le secret du e-commerce. Et gagner 500 € de consulting. On a drivé 3% du monde sur le salon pendant les 3 jours. Sauf que le billet de 500 € que les gens voulaient avoir, parce qu'on a un faux de billet de 500 €, on veut l'avoir, on ne le donnait pas si on ne laissait pas la carte de visite. Donc j'ai mon tracking. Ensuite, la personne vient tester le code pour essayer de trouver la combinaison du coffre et ouvrir le coffre. Si la porte s'ouvre, on gagne 500 € de consulting. Donc elle vient sur le stand. Et pendant qu'elle fait la queue pour ouvrir le coffre, il y a un commercial qui non seulement a déjà eu sa carte de visite, mais qui lui fait une première donnée, une première argumentation commerciale. Ce qui fait que j'ai l'opération impactante. 2, j'ai le tracking parce que j'ai les cartes de visite. Et 3, je sais combien elle a coûté. Et 3, combien à 3 mois après, elle a rapporté, puisque après, une équipe commerciale va derrière vendre le produit. Et j'ajoute quelque chose, le coffre sur le stand était exposé bien en évidence, et autour du coffre,
des liasses gigantesques, fausses bien sûr, de billets de 500, ce qui arrêtait également les gens. J'ai quand même une question, parce que les gens que vous avez visés, c'est les gens qui étaient déjà dans le salon, ou vous êtes carrément allés dans la rue? Non, bien sûr, il y a une première sélection, puisque l'idée c'est de sélectionner. Je vous ai pris un exemple particulier. Parce qu'on parle de street marketing, et là ça a l'air plutôt d'être une opération dans un salon. Oui, donc, devant le salon et dans le salon. D'accord, ok, donc ça mêle un petit peu... Ce serait de l'ambiance si on est dans le salon, puisque vous maîtrisez bien les termes maintenant, et devant le salon, ce serait du street. D'accord. Mais on peut faire le même type d'opération. Enfin bon, c'est un bon exemple de tracking, effectivement. Donc à partir des cartes de visite, je pense qu'on a bien compris la technique. Alors on va revenir un petit peu sur le street marketing et un petit peu ses évolutions, parce que c'est quand même un terme dont on entend parler depuis pas mal de temps maintenant. Est-ce qu'il y a des innovations récentes, notamment liées aux nouvelles technologies? Alors on voit sur des blogs en France comme à l'étranger, on voit des opérations street marketing avec par exemple des panneaux de bus, dans des abribus qui sont en 3D ou qui font croire qu'il y a il se passe je sais pas, il y a Godzilla dans la ville ou des choses comme ça on regarde à travers. Est-ce que la technologie a vraiment changé le street marketing, ou est-ce que c'est juste une carte de plus? Alors ça, c'est l'objet de mon dernier livre, Street Marketing et Objets Connectés, puisqu'il y a 6 dimensions dans le street marketing. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis les années 2000, grosso modo, en street? Bon, grosso modo, avant les années 2000, le street marketing, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, dans la rue, distribue des flyers, ou un homme sandwich. Ça, c'est le b.a.-ba du street. À partir du début des années 2000, le street, ça commence à être un bus que l'on va customiser, L'Oréal avec Garnier, et ce bus va tourner dans toute la France aux couleurs de la marque. À la fin des années 2000, on essaye de montrer le plus produit avec une opération impactante. C'est le fameux banc KitKat. J'invite les internautes ou ceux qui vont regarder ou entendre l'émission à googliser tout simplement dans Google Images. Googliser street marketing, vous verrez des opérations de McDo. Vous avez une très belle opération de Monsieur Propre qui est très parlante. Vous avez le passage clouté, vous savez, le passage piéton avec les bandes blanches. Il y a une des bandes blanches qui est beaucoup plus blanche que les autres et il y a juste la silhouette de Monsieur Propre. Et toutes les autres bandes du passage piéton sont sales, vous savez, un peu blanche-grise. C'est ce qu'on voit dans la rue. Donc, c'est extrêmement simple, mais on trouve ce qu'on appelle le plus produit. Ça, c'est la fin des années 2000. Les 2 grandes innovations de 2015, nous, c'est ce que nous proposons dans notre agence, avec ePerformance Group et l'agence Street Marketing. On va proposer ce fameux parcours client, c'est-à-dire qu'on va trouver l'idée impactante et on va traquer le client du début à la fin. On va l'amener online à un moment donné, il va jouer à un jeu où on va lui prendre ses coordonnées, on va gonfler une base de données clients et à la fin, on va le suivre jusqu'à la vente. C'est-à-dire qu'on peut calculer le ROI d'une opération de street marketing. Ça, c'est la première grande révolution. Quand je vous dis révolution, j'exagère à peine. C'est-à-dire qu'il y a encore un an, on s'est rendu compte, l'un de nos consultants qui travaille avec Fiat en Italie, s'était rendu compte que les budgets street marketing, je sors l'événementiel, les budgets street marketing, c'était 10 000, 15 000 euros. 20 000 euros. C'est-à-dire que les équipes marketing s'amusaient avec cela. Et comme on ne pouvait pas traquer les opérations, eh bien, les annonceurs, comme Fiat, comme Citroën, ne voulaient pas dépenser plus. Donc, les équipes marketing s'amusaient énormément, faisaient des opérations très originales. Ouais. C'est ce que vous avez décrit avec Godzilla. Mais ça n'allait pas plus loin. Et à partir du moment où on est passé au « attendez, je vais faire une opération impactante, ça va buzzer, et en plus je vais vous dire combien vous avez fait de ventes derrière », ça a été vraiment la révolution. D'accord ? Et vous avez parlé de l'abribus. Donc moi je me souviens qu'on a fait du conseil pour un restaurant à Boston où justement on avait mis des poissons dans un abribus et il y avait des vrais poissons, une sorte d'aquarium. Ouais. Le meilleur restaurant de Boston et le poisson le plus frais de Boston, c'est ce restaurant-là. D'accord ? Là, je suppose que c'est un partenariat aussi avec avec qui ? Avec la ville, avec les meilleurs sur le avec sujet. JCDecaux. Avec JCDecaux. D'accord. Et généralement ils acceptent aussi. Vous êtes partenaire, donc vous êtes assuré que chaque opération puisse se créer. Ça se fait pas un petit peu en caché. D'accord. Au détriment des propriétaires des abribus. Ok, très bien. Non, on passe par eux, on passe par la ville. Alors ça dépend. Il y a les abribus, il y a les opérations. Il y a les opérations de rue où il faut demander des autorisations ici à la préfecture de police. Nous travaillons dans une quinzaine de pays en street. Mes bureaux sont en Asie, en France, Paris et Nice, et en Californie. Lorsqu'on est en Californie, c'est très compliqué de faire du street marketing. Lorsqu'on est à New York, c'est très facile. Lorsqu'on est à Paris, des fois c'est payant, des fois ce n'est pas payant. Ce qui est compliqué, c'est quoi ? C'est les lois, c'est les lois. Si vous êtes à Los Angeles, par exemple, vous avez un permis pour le street
et un permis pour filmer l'opération de street. Or, vous savez qu'un street marketing doit s'accompagner d'un buzz online. Oui. Okay, et en Californie, eh bien, il va y avoir la loi du comté, la loi de la ville, la loi de l'État et la loi fédérale. Si vous ajoutez à cela qu'il y a le street et le buzz avec la vidéo, vous avez déjà... Ça en fait 9, oui, 8, c'est bon. Ça en fait 8. Ça fait 8 juridictions différentes. En France, évidemment, c'est du code civil, donc c'est un peu... Enfin, du pénal. Alors, je reviens... Et excusez-moi, je finis juste une petite chose. Et la dernière chose, c'est les objets électroniques. C'est-à-dire, en effet, on va utiliser la réalité augmentée, les objets connectés. Vous parliez de Godzilla tout à l'heure, on va mettre une vitre transparente. Godzilla, je suis pas sûr que c'était Godzilla, je crois que c'était un tigre d'ailleurs, c'était pas forcément alors, Godzilla. Ça, c'était pour Pepsi, une opération à Londres, mais vous avez également The Walking Dead, une opération à Vienne très récemment qui a été très très bien faite. Nous, c'est ce qu'on va faire à Nice dans quelques semaines. Je peux pas vous dire encore ce que c'est, mais il y a une très grande plaque de verre qui va tourner sur elle-même à Nice et par réalité augmentée il va se passer quelque chose. Donc, d'accord, dans alors quelques semaines à la gros teasing. Donc restez connectés sur les blogs qui vont sans doute rapporter cette opération. Je reviens sur les budgets parce que au départ lorsque vous nous avez défini le Godzilla marketing, le guérilla marketing, vous nous avez dit que c'était des budgets finalement assez réduits parce que moins on avait de budget plus on était créatif, mais j'imagine qu'avec les opérations que vous proposez maintenant, avec toutes ces opérations connectées, innovantes, des dispositifs comme vous venez de le décrire, les budgets ont explosé. Vous nous avez parlé de clients comme des restaurants à Boston, par exemple, mais est-ce qu'un resto à Paris peut avoir les moyens de faire des opérations de ce genre ? Alors, il y a plusieurs choses. Quand je vous ai dit c'est bon marché, c'est extrêmement bon marché. Nous formons, donc nous avons un laboratoire de conseil, nous avons l'agence de pub et nous avons également un laboratoire de formation. Donc ça s'appelle LCA Learning, LCA Conseil, et on forme les gens à justement faire des opérations de street marketing. Donc je vais avoir plusieurs PME dans ma salle, je vais leur montrer comment on fait une opération de street. Je vais leur apprendre à innover et je vais leur apprendre à brainstormer dans ce sens, d'accord ? Donc en ce sens, vous pouvez trouver vous-même des idées pour faire du buzz. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça dépend ce que vous voulez faire. Ce sera toujours moins cher qu'une opération de grands médias, ça c'est sûr. Vous allez mettre plus de budget dans la trouvaille de l'idée, mais encore une fois, pour l'opérationnel, ça va être moins cher. Je vous donne un exemple tout simple. Moi, j'aime bien cet exemple parce qu'il est très, très parlant. Je l'ai raconté sur une station confrère il y a quelques semaines, mais comme We Do Biz est écouté partout, je pense que ça aura autant d'impact. Si je vous donne un flyer, on l'a dit tout à l'heure, vous allez le jeter. Est-ce que vous savez ce qu'a fait la société Orange à Londres pour que de 70% de personnes qui prennent le flyer et qui le jettent, 70% de personnes, une semaine plus tard, avec le même flyer, le lisent. Le même flyer. Qui venait de jeter. Alors, on est un mardi, tout le monde jette le flyer, 70% des gens jettent le flyer. Une semaine plus tard, on est le mardi suivant, le même flyer, on le distribue au même endroit, les gens le lisent. D'un coup, 70% le lisent. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je sais pas, c'est marqué en fluo. C'était le même flyer, et les gens étaient habillés de la même manière. Bah, je vous écoute, nous vous écoutons. Si je froisse ce flyer et que je vous le donne, qu'est-ce que vous allez faire machinalement ? Alors, on va le déplier, effectivement. Vous allez le déplier et le lire. Voilà. Vous voyez ? Eh bien ça n'a pas là, je sais qu'il est vide, donc je ne vais pas le déplier. Je vous laisse, c'est un cadeau. Ah, c'est gentil, très très beau. Hein. je vais l'accrocher dans mon salon. Vous pouvez le mettre sur votre CV, je vous l'ai dit. Sur mon CV aussi, oui. Une opération de buzz. Ouais, exactement. Tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que ici, l'opérationnel n'a rien coûté en plus. La manipulation supplémentaire va prendre 1 heure de plus sur une journée, pour faire simple. Sauf que vous avez 70% d'impact positif. Par contre, ce qui a nécessité plus de temps, c'est trouver cette idée-là. Ok ? Donc on ne sera pas sur un opérationnel plus cher, mais beaucoup moins cher et plus impactant. On va travailler sur la géolocalisation et le ciblage. On va trouver le plus produit, on va trouver l'impact. Donc c'est moins cher de manière opérationnelle et c'est toujours la même chose. Au lieu de distribuer 1 million de flyers à 1 million de personnes, on va distribuer 1000 flyers, mais de manière impactante, comme ceux-là que je viens de froisser, mais que les gens vont lire. On va en distribuer avec 1000, mais aux bonnes personnes. Et à la fin, on a notre... Mais comment vous voyez que les gens l'ont déplié ? Il y a quelqu'un qui check à chaque fois. Exactement. D'accord, donc alors là, c'est vraiment... Ah bah là, c'est mon côté chercheur. C'est les petites mains, là. Je suis docteur en marketing, donc je suis un universitaire à l'origine. Si j'écris des articles de recherche, c'est que je mesure. Et en effet, on mesure. D'accord. Et ce qui n'est pas donc il y a des gens qui sont planqués dans un coin et qui regardent à chaque fois que quelqu'un déplie. Mais bien sûr. Ce qui n'est pas mesurable en marketing
n'est pas constatable et n'est pas améliorable. C'est pour ça qu'on insiste autant sur le fait de mesurer les actions. Donc, le street marketing, ça s'applique autant aux grandes qu'aux petites entreprises. Oui, en effet. Alors, pour prendre 2 exemples assez éloignés géographiquement, je vais prendre ce premier exemple, une entreprise péruvienne qui m'a contacté il y a quelques semaines, qui se lance dans le quinoa, donc française, qui va se lancer dans l'import-export de quinoa et qui m'a demandé justement des actions de communication originale. Ou alors une entreprise au Mali, une pâtisserie, boulangerie-pâtisserie française haut de gamme à Bamako, qui veut justement du street marketing pour se développer. Et j'ajoute quelque chose d'assez intéressant. Michel et Augustin, la fameuse marque qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, et qui a été rachetée d'ailleurs. Ah, vous me l'apprenez. Oui, qui a été racheté par un grand groupe. J'ai oublié lequel, mais qui a été racheté par un grand groupe. Je crois que c'est le groupe. J'ai un trou de mémoire. Mais d'accord. Ok. Donc quand ils ont préfacé mon livre, ils étaient encore indépendants. Et donc justement en écrivant la préface du livre, ils rappellent que ce qu'ils ont utilisé, ce sont toutes les techniques que je vous ai décrites. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, grosso modo, c'était des inconnus. Ils ont utilisé le stealth, le guérilla, le buzz, l'ambush et le street marketing. Lorsqu'ils ont promené une vache dans Paris il y a 5 ou 6 ans, ils ont créé le buzz dans la rue. Et c'est une marque qui concurrence Danone et Nestlé, alors qu'ils sont partis de rien. Donc c'est intéressant de voir qu'une petite entreprise, il y a 10 ans, qui croit en ces nouveaux outils, qui est très précurseur, y arrive. Et donc, en effet, oui, j'ai des clients qui sont des PME et qui utilisent le street marketing. Donc, en fait, on peut utiliser en tant que TPE, PME, soit pour faire le buzz localement, aux alentours et driver en magasin, c'est ce que vous nous avez, le drive to store, soit dans un objectif que ça soit filmé et que ça fasse le buzz online pour une visée plus nationale ou internationale. Exactement. Ça sera la conclusion de cette émission. Je vous remercie, Marcel Sausset. On rappelle le titre de votre livre à paraître ou le dernier? Le dernier, c'est Street Marketing Objet Connecté, c'est chez Diateino, et le prochain, c'est en anglais aux États-Unis, Street Marketing, mais je n'ose plus vous le dire en anglais cette fois-ci. Voilà, vous rembobbinerez l'émission pour connaître le nom du livre. Et une petite chose, excusez-moi, et on anime un blog qui s'appelle streetandmarketing.com. Très bien, merci. Donc c'était les acteurs de l'innovation, on va y arriver, sur We Do Biz, avec Lionel Caplan, c'est moi-même. Et n'oubliez pas de garder un œil neuf. À bientôt.